Commençons tout de suite cette matinée très bien remplie avec plusieurs présentations. Vous allez commencer par m'entendre moi, mais je vais commencer surtout par remercier Engie et Lumen, nos deux commanditaires qui ont rendu cet événement possible. On a beaucoup de partenaires et de collaborateurs qui se sont associés à l'événement pour pouvoir justement rejoindre un plus grand nombre, mais j'aimerais spécialement souligner le soutien de Engie et Lumen qui ont été clés et qui vont aussi évidemment nous partager avec nous plusieurs éléments fort intéressants, comme les éléments des autres présentateurs de la matinée. L'idée de faire ce colloque ici est venue de notre rapport gestion stratégique en énergie, gestion stratégique de l'énergie en entreprise au Québec. Un rapport qu'on a publié en octobre dernier, en octobre 2015, qui était le résultat d'un sondage qu'on a fait auprès d'entreprises pour voir comment est-ce qu'elles géraient l'énergie en entreprise. Et on a plusieurs constats que je ne répéterai pas ici, mais le principal constat, c'était que les entreprises géraient encore beaucoup trop, de manière très opérationnelle, l'énergie et très peu de manière stratégique. Et beaucoup d'entreprises n'avaient pas une vision à long terme des investissements à réaliser, de la manière de réorganiser leur structure organisationnelle pour justement optimiser la gestion de l'énergie, qui n'avaient pas forcément les systèmes d'information qu'il fallait. Donc on avait ce constat-là et l'écho qu'on a obtenu avec ce rapport-là a dépassé un petit peu nos attentes. On était extrêmement heureux et même que justement des gens comme Engie et Lumen sont venus nous voir en disant « mais qu'est-ce que vous faites là maintenant avec ça ?» Les gens de la QME aussi nous ont dit c'est très intéressant, c'est le même constat qu'on fait, comment on fait pour aller plus loin? Donc le colloque d'aujourd'hui, c'est pour essayer d'aller plus loin ensemble, de poser des questions, de partager des bonnes pratiques, de sortir un petit peu des milieux traditionnels de l'efficacité énergétique, parce que l'efficacité énergétique, c'est un secteur qui est très bien ancré, organisé au Québec, mais comme dans beaucoup d'innovations, il y a des gens qui savent et des gens qui ne savent pas encore. Et étant donné un petit peu les objectifs qu'on a au Québec en termes de réduction de gaz à effet de serre et de réduction de la consommation d'énergie, il faut que tout le monde sache, ou la plus grande proportion de gens sachent. Alors, c'est un petit peu notre motivation aujourd'hui, c'est d'arriver à faire un portrait et ça va être ce dont moi je vais me charger, c'est faire ce portrait de l'efficacité énergétique au Québec. Donc jusqu'à 9 h, je vais vous entretenir d'éléments un peu globaux et on a deux panels qui sont ceux annoncés sur le programme, donc il n'y a pas eu de changement au programme. Un premier panel qui va être animé par Pamela Sloan sur la productivité énergétique en entreprise, et donc on va avoir des présentations. En fait, je vais laisser Pamela annoncer le détail des présentations, mais ça va être un peu plus sur la manière de gérer techniquement en entreprise. Et le deuxième panel, animé par M. Pierre Duhamel, Louis Duhamel, pardon, Monsieur Louis Duhamel. Ah, bon, c'est ton frère. Ah oui, que je connais aussi. Donc. On me confond aussi parfois avec mon frère. Et donc, qui va être un peu plus de manière macro, mais bien sûr, il y aura des thèmes qui vont être en chevauchement de façon plus macro sur la manière d'amener le secteur vers le secteur des entreprises, vers une gestion plus stratégique de l'énergie en entreprise. Donc, deux panels fort intéressants. Chaque panel a 3 présentateurs et un animateur. Donc, une matinée bien chargée. On a essayé de ménager du temps pour les questions et les échanges. Donc, n'hésitez pas, quand ça sera le temps de poser les questions, d'aller encore une fois vers les micros qui sont là pour les poser pour le bénéfice de l'enregistrement. Donc, ça, c'est un graphique. Donc, je rentre tout de suite dans ma présentation sur le portrait général. Ça, c'est un graphique qu'on avait dans notre étude d'octobre dernier qui, trop souvent on l'oublie, montre que la consommation d'énergie au Québec, c'est essentiellement en entreprise que ça se passe. Ou évidemment en entreprise, en institution, mais ce ne sont pas les consommateurs finaux ultimes qui sont responsables de cette consommation-là. Environ 2/3 de l'énergie est consommée donc en organisation, essentiellement l'industrie, tout le transport commercial, donc ça inclut tout le camionnage lourd, mais aussi les trains, le transport de passagers ferroviaire, mais aérien surtout, le transport en commun, ça c'est du transport commercial
commercial de passagers, oui, mais commercial, ce n'est pas l'usager qui contrôle la consommation d'énergie, en bâtiments commerciaux et des usages non énergétiques. Ce qui, en bout de ligne, est consommé par les individus, c'est important, mais ça ne représente qu'un tiers de la consommation. Donc évidemment, il faut qu'on adresse et il faut qu'on s'occupe de la consommation résidentielle, mais ça reste qu'un seul tiers de la consommation totale de l'énergie au Québec. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre l'énergie consommée en entreprise. C'est un petit peu notre ambition de contribuer ce matin à cette compréhension. Pourquoi c'est important? Ici, je ne fais que répéter des choses que vous savez déjà, mais au Québec, c'est quand même très particulier parce qu'il y a très peu d'endroits sur Terre qui ont des objectifs aussi explicites, aussi contraignants, avec un marché du carbone aussi bien organisé que celui qu'on a au Québec et en Californie. Mais si vous regardez à l'échelle planétaire, il n'y a que le Québec et la Californie qui ont ce marché du carbone qui couvre autant de secteurs, qui est aussi contraignant. Donc c'est véritablement unique au Québec. Qu'un gouvernement annonce 40% de réduction de la consommation de produits pétroliers d'ici 2030, c'est aussi assez unique dans le contexte nord-américain. J'avais un collègue d'Alberta qui est venu justement récemment, il y avait à Montréal CAMPUT, la conférence des agences de régulation des différentes provinces canadiennes. Et des collègues albertains me disaient, en Alberta, si on annonçait un tel objectif, si le ministre de l'Environnement et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles annonçait un tel objectif, ça serait la révolution instantanée dans la province. Et ici, ça passe, on accepte, on est content, mais maintenant, évidemment, il faut atteindre cet objectif-là. Et c'est au niveau de l'atteinte de l'objectif qu'on s'inquiète un petit peu, parce que ça va prendre effectivement des revirements majeurs. Donc, mais ça, c'est des défis que le Québec se donne, qui sont extrêmement importants. Évidemment, le dernier point, que ça, ce n'est pas un objectif qui est directement écrit dans une loi ou dans un plan d'action gouvernemental à ma connaissance, mais augmenter la productivité du Québec, c'est ce que des collègues à HEC au Centre de la productivité répètent constamment, et c'est ce que beaucoup d'économistes québécois disent, c'est qu'il est essentiel que le Québec soit plus compétitif. Et nous, ici, on a la conviction que rendre les entreprises plus efficaces d'un point de vue énergétique les amène à être plus compétitives, mais globalement. Il y a des études qui ont été faites qui montrent qu'il y a des corrélations fortes. Si vous repensez vos systèmes énergétiques et augmentez votre efficacité énergétique, ce n'est pas simplement votre efficacité énergétique que vous augmentez, c'est toute la compétitivité de votre entreprise qui est améliorée. Donc, c'est véritablement dans cette optique, non seulement d'atteindre nos objectifs environnementaux, mais d'amener le Québec vers une productivité plus grande, productivité économique plus grande, que nous faisons cette démarche-là. Le portrait global de l'efficacité énergétique que je vais vous présenter en mode rapide, parce qu'on va essayer de garder notre temps et pas de prendre du retard. Je le présente en grande partie, puis moi, ma motivation personnelle, c'était de mieux comprendre ce secteur-là. Parce que vous le savez, l'efficacité énergétique, c'est un secteur complexe au Québec et partout sur Terre. J'avais du mal à le comprendre ces dernières années, je ne prétends pas encore le comprendre parfaitement, loin de là, mais il y a peu de documents qui font des portraits succincts, qui essayent de faire un profil donc de où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait en termes d'efficacité énergétique et quels sont les projets et les bilans d'où on veut aller. Alors, j'ai 4 points de ma présentation que je vais passer en mode un petit peu accéléré. Mais ceux qui m'ont déjà entendu savent que mon naturel, c'est de parler rapidement. Donc, pour le profil détaillé des tendances de consommation d'énergie en entreprise, si on regarde quelques données par secteur commercial, institutionnel, et ce qu'on a fait ici dans ma présentation, et ce qui va devenir un document public d'ici quelques semaines, c'est présenter par sous-secteur, parce que souvent on parle du secteur industriel, secteur commercial, secteur des transports, sans désagréger par sous-secteur. Donc nous, on a été désagrégés ici pour vous montrer ici la consommation totale d'énergie par sous-secteur dans le secteur commercial institutionnel. Donc là, ce que vous voyez, c'est que vous voyez que les bureaux, essentiellement, sont les plus gros consommateurs d'énergie dans le secteur institutionnel et commercial. Après, vous avez commerce de détail, services d'enseignement. Donc tout ça, c'est dans des bâtiments, évidemment. Et comme vous le voyez dans les pourcentages qui sont indiqués, c'est le chauffage des locaux qui utilise la moitié de l'énergie dans ce secteur-là. Et évidemment, après, vous avez une panoplie d'autres éléments, d'autres sources de consommation qui sont importantes. Mais encore une fois, c'est dans une optique de se dire où sont les priorités, où devraient être nos leviers d'action prioritaires pour réduire la consommation d'énergie.
Donc évidemment, dans le secteur commercial institutionnel, c'est dans les bâtiments, essentiellement les bureaux, les commerces de détail, services d'enseignement. La bonne nouvelle, c'est que l'efficacité énergétique par mètre carré, elle s'est améliorée depuis 90. Là, vous avez la consommation par mètre carré entre 90 et 2013, et vous voyez un léger déclin, 9% de décroissance de consommation d'énergie par mètre carré. Donc c'est une bonne nouvelle. Les gens qui travaillent dans le secteur savent que 9%, c'est loin d'être le maximum qu'on peut obtenir. On peut obtenir beaucoup plus que 9% de réduction. 320 kWh par mètre carré. Si on regarde, ça c'est dans le secteur commercial, dans le secteur résidentiel, les maisons passives qu'on construit aujourd'hui, pour le chauffage, elles consomment 15 kWh par année par mètre carré. 15 kWh. Ici, si on regardait la portion chauffage, c'est environ la moitié, ça fait 160 kWh. Donc, ce qui veut dire qu'entre un bâtiment conçu avec une forte étanchéité, une forte isolation thermique, on pourrait réduire de 90% la consommation d'énergie. Évidemment, on est très loin de ça dans les codes du bâtiment. L'idée, ce n'est pas forcément d'arriver à là demain matin, mais c'est de savoir que ça existe. Et là, ça c'est la bonne nouvelle, moins 9%, mais au point de vue de la surface de plancher, eh bien, on a une augmentation de 41% de la surface de plancher. Donc, autant vous dire que les gains qu'on a réalisés par mètre carré, on les a perdus en augmentant la surface en termes de consommation totale. Si on veut réduire notre consommation totale, nos émissions de gaz à effet de serre totales, il faut soit passer à des énergies sans émissions, soit réduire la consommation d'énergie. Idéalement, faire les deux, parce que faire l'un sans l'autre sera un peu problématique. Dans le secteur industriel, ici vous avez les gaz à effet de serre. Je ne peux pas tout vous présenter, donc je vous présente ici pour le secteur industriel, mais désagrégé par sous-secteur. Les secteurs qui ont le plus d'émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez donc autre industrie, c'est tout le secteur manufacturier qui reste un très gros consommateur d'énergie, mais là vous voyez d'émetteurs de gaz à effet de serre. Il y a eu des réductions entre 1990 et 2013, et les réductions d'émissions de gaz à effet de serre essentiellement dues au pâte et papier. Là, vous voyez la barre grise pâte et papier qui est environ au milieu du tableau. On a réduit de 70% ces émissions-là, essentiellement par des fermetures dans le secteur des pâte et papier, mais aussi par des gains d'efficacité dans le secteur des pâte et papier. Il y a eu des gros gains d'efficacité qui ont été réalisés. Dans le secteur du transport, et c'est là où le Québec a un immense défi, non seulement technique, mais surtout organisationnel et de gouvernance, vous avez ici le secteur du transport, et vous avez les véhicules personnels d'un côté, 47% de la consommation d'énergie, et de l'autre côté, vous avez tout le secteur commercial du transport. Donc évidemment, il y a les camions lourds que vous voyez ici, il y a le transport aérien qui est ici, et vous avez le secteur du rail, les camions moyens, les camions légers. C'est ce secteur des marchandises, ici 37%, le secteur du transport commercial de voyageurs 16%, c'est ce qui représente une immense part de la tarte de consommation d'énergie. Et quand on regarde la croissance de la consommation dans le secteur commercial, c'est plus rapide comme taux de croissance que le secteur de la consommation des véhicules personnels. Donc si on a une préoccupation à avoir de la consommation d'énergie, et évidemment ici on parle de pétrole qui est utilisé, parce que dans le secteur des transports c'est à plus de 95% du pétrole qui est utilisé. C'est dans le secteur du transport commercial que la croissance est la plus grande. Il faut impérativement agir à ce niveau-là si on veut espérer atteindre notre 40% de réduction de produits pétroliers et nos réductions de gaz à effet de serre. Et dans ce qui va suivre, dans les minutes suivantes, on va savoir que dans le secteur du transport, on a des problèmes majeurs parce que c'est exactement là où on n'investit pas en efficacité énergétique et c'est là où on a le plus raté nos objectifs des 10 dernières années. Donc si on regarde l'énergie par sous-secteur, donc là on a tous les sous-secteurs sur le même pied d'égalité. Vous avez les barres, les bâtons verticaux, ce sont la consommation d'énergie en 2006 et en 2013. Et vous avez les points jaunes et rouges qui sont l'intensité énergétique. Donc si vous avez un point rouge qui est élevé, c'est qu'il y a une intensité énergétique élevée. L'intensité énergétique, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de mégajoules qui est utilisé par dollar de PIB généré dans ce sous-secteur-là. Donc ce que vous voyez, c'est que tout le secteur commercial et institutionnel, des faibles consommations d'énergie en valeur absolue, et évidemment en intensité énergétique, elle est très faible. Ça va avoir des conséquences, évidemment, dans les priorités que les entreprises qui œuvrent dans ces secteurs-là accordent à la gestion de l'énergie, parce que ce sont comparativement à d'autres secteurs, des secteurs où on utilise peu d'énergie, et dans la structure de coûts, ce sont des secteurs à très faible intensité, donc à très faible coût par dollar de richesse générée.
très faible coût énergétique par dollar de richesse générée. Donc c'est tout un défi pour entrer dans ce secteur-là. C'est un défi qui est évidemment multidimensionnel, qui n'est pas forcément que financier, comparativement aux autres secteurs industriels et commerciaux. Et vous voyez évidemment en termes de... Donc là, toutes les barres grises sont comparables en termes de consommation d'énergie en pétajoules. Et vous voyez, c'est le secteur du transport qui représente la plus grosse proportion de consommation d'énergie. Quand on passe où l'argent est généré, où la richesse québécoise est générée, vous avez ce profil-là. Donc là, ici, vous avez le PIB par sous-secteur. Donc là, quand on peut regarder où l'énergie était utilisée, vous voyez, c'est plus dans le secteur industriel et des transports. Où la richesse est générée, c'est beaucoup plus dans le secteur des services. Donc on voit que la richesse, elle est de plus en plus générée, parce qu'on voit même la croissance ici. Regardez, la croissance, c'est dans le secteur des services. Donc tout ce qui est bureau, c'est évidemment une catégorie immense. Il y a tous les services financiers et tous les services professionnels qui sont offerts là. Mais vous voyez qu'à peu près tous les secteurs dans le secteur des services sont en croissance, alors que dans le secteur industriel et du transport, c'est soit en stagnation, soit en déclin. Donc ça reste important dans le secteur manufacturier, la haute fabrication, ça reste important, mais c'est en déclin. Et donc, on a la richesse qui est générée d'un côté et l'énergie qui est consommée de l'autre côté. Un défi qui va se présenter pour l'efficacité énergétique, c'est le nombre d'entreprises par sous-secteur. Ici, vous avez encore une fois les sous-secteurs, les nombres d'entreprises. Pourquoi est-ce que c'est important en efficacité énergétique? Parce que beaucoup des programmes d'efficacité énergétique sont des programmes 1 à 1. Vous allez voir un client pour le convaincre. Mais là, si vous avez des entreprises qui sont dans un secteur où il y a des centaines, voire des milliers, parce qu'on compte ici les entreprises en milliers, les 30 000 entreprises ici, 30 000 pour ces niveaux-là, ça veut dire que vous avez beaucoup de gens à aller voir, les coûts de transaction sont énormes. Et donc ça amène un défi en termes de gestion de l'efficacité énergétique. Avoir des programmes où on fait du 1 à 1, ça devient extrêmement coûteux en termes humains et d'informations pour rejoindre ces clients-là. Donc ça fait partie des défis qu'il va falloir résoudre. Comment est-ce qu'on fait l'efficacité énergétique au Québec? Eh bien, mon défi, ce n'est pas de vous le présenter exactement, mais simplement de vous donner un peu du vertige que certains d'entre vous ont déjà, mais le vertige de l'efficacité énergétique, c'est que tous ces ministères ont quelque chose à dire. Ça, c'est uniquement la liste des ministères et organismes québécois qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans l'efficacité énergétique. Évidemment, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles en haut, qui chapeaute le bureau de l'efficacité et de l'innovation énergétique, va avoir un rôle important. La Régie de l'énergie relève aussi de l'énergie du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Évidemment, le Fonds vert, il n'est pas géré dans ce ministère, il est géré au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Et le Fonds vert, c'est beaucoup d'argent, plus de 1 milliard de dollars par année qui rentrent dans pas plus, un peu moins d'1 milliard de dollars par année qui rentrent dans ce fonds-là, et essentiellement pour des projets de réduction de gaz à effet de serre, mais on réduit les gaz à effet de serre en réduisant la consommation d'énergie à peu près dans tous les cas. Donc ça fait beaucoup d'argent dans l'efficacité énergétique qui n'est pas géré par le premier ministère. Après, vous avez au niveau le code du bâtiment va être sous l'égide du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Le code de construction. Le code de la construction va jouer un rôle très important, évidemment, dans ce qui est les bâtiments. Une inertie énorme dans l'évolution du code du bâtiment, du code de la construction, c'est au niveau de ce ministère-là. Le quatrième ministère, le ministère des Transports, tous les projets d'infrastructure routière passent par le ministère des Transports. On l'a dit, en transport, c'est là que le nœud énergétique et des gaz à effet de serre québécois se trouve, mais c'est le quatrième en liste dans la gestion de l'efficacité énergétique. Évidemment, l'aménagement du territoire, le ministère des Affaires municipales, régions et occupation du territoire, le ministère de l'Éducation, pour ce qui est de toute la formation professionnelle pour faire justement amener tous les travailleurs de la construction, les amener à adopter des meilleures pratiques et à les amener à des connaissances. Moi, c'est l'histoire que je raconte toujours, c'est celle de mon plombier qui ne voulait pas installer un récupérateur de chaleur d'eau grise chez moi. J'ai dû le forcer en lui disant, à la blague, évidemment, je l'ai forcé, je l'ai payé pour qu'il l'installe, mais c'est moi qui ai dû le convaincre de l'installer plutôt que lui me convaincre de l'installer. C'était le monde à l'envers. Donc, il y a de l'éducation à faire, toute l'éco-fiscalité qui pourrait financer l'efficacité énergétique, ministère des Finances.
Après, les stratégies d'innovation, ici, c'est le ministère de l'économie. Toute l'innovation énergétique dont on a besoin au Québec, ça doit aussi s'arrimer à des politiques de développement économique. Le Conseil du Trésor, à travers la Société québécoise des infrastructures, les informations énergétiques devraient être relayées essentiellement par l'Institut de la statistique du Québec. Ce n'est pas le cas, mais ça devrait l'être. Et ça, c'est au niveau québécois. Évidemment, il y a Ressources naturelles Canada qui a des programmes, il y a les municipalités qui sont aussi actives, il y a toute l'industrie qui fait des choses, il y a la recherche et des ONG qui sont impliquées. On a une gouvernance qui est éclatée en efficacité énergétique, c'est un casse-tête total. Qui s'améliore avec la nouvelle politique énergétique et l'éventuel nouvel organisme Transition énergétique Québec, qui devrait aider un petit peu, mais on va être très très loin d'un organisme qui sera en mesure de gérer tous ces éléments-là. Ce qui nous amène à des résultats qui sont bien en deçà des cibles qu'on s'était données pour la dernière politique énergétique. Et en fait, il n'y a que le gaz naturel qui a atteint et même dépassé sa cible de réduction de consommation que vous voyez ici. 135% de la cible a été atteinte, mais dans tous les autres secteurs, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, non, pas tous, parce qu'en électricité, on n'est pas si loin de la cible que ça, mais au point de vue des produits pétroliers, c'est la catastrophe, parce que c'est le secteur où il aurait été le plus important d'atteindre la cible fixée en 2006 pour la réduction de consommation d'énergie. Et vous voyez, on est très très loin de la cible. Et évidemment, dans les autres sources d'énergie, qui sont la biomasse essentiellement, eh bien, vous avez à peu près rien qui est atteint. Et peut-être que c'est rien parce que rien n'est mesuré ou très peu est mesuré. Donc, c'est sûr que si on ne mesure pas, on ne va pas pouvoir savoir si on atteint la cible. Mais le bilan général, il est globalement très problématique, même si par certains sous-secteurs, les choses vont bien. Et au niveau du gaz naturel, et ça c'est essentiellement gaz métro, les choses vont très bien. Il y a un paradoxe, parce que si vous regardez le prix par gigajoule, c'est le gaz naturel qui coûte le moins cher par gigajoule. Et évidemment, ça c'est les prix c'est les prix actuels, c'est les prix de vente au détail, des estimés de prix de vente au détail. Donc les clients industriels et commerciaux ne vont pas payer 50 cents du mètre cube, parce qu'évidemment, ça c'est un prix au détail, mais donc ils vont payer moins cher, même les consommateurs industriels et commerciaux, que le prix qui est là, mais ça reste beaucoup moins cher que les autres prix. Alors, paradoxalement, même si le prix joue un rôle fondamental, c'est dans le gaz naturel que malgré le prix le plus faible, on a réussi à atteindre les objectifs. Ce qui montre qu'en fait, ce n'est pas toujours un défi financier, mais c'est un défi d'organisation, de communication, de programmes qui sont bien ciblés. Et c'est là où ça coûte le plus cher qu'on fait le moins, l'essence, les produits pétroliers pour le transport, qui serait là où on pourrait réaliser le plus de gains, le plus d'économies, mais c'est là où on a le plus de peine à réaliser des économies. Ce qui montre, encore une fois, l'ampleur du défi. Et simplement pour mettre en relation l'énergie qu'on a consommée avec l'énergie qu'on a économisée. L'énergie économisée, c'est l'énergie, le résultat des programmes d'efficacité énergétique année après année. Vous voyez, ce n'est qu'un infime pourcentage, c'est moins de 1% chaque année de l'énergie qu'on consomme qui est économisée. Donc c'est à toute fin pratique marginal et non significatif ce qu'on arrive à économiser par rapport à l'énergie qu'on consomme. Évidemment, cette énergie économisée, on pourrait aussi la cumuler année après année et ça donnerait l'impression qu'on gonfle un petit peu, mais même si vous additionnez des petits chiffres, ça reste des chiffres petits voire moyens, mais on est loin des 40% de réduction qu'on vise en termes de gaz à effet de serre et de consommation de produits pétroliers. Je vais continuer rapidement. Mais pour vous dire, qu'est-ce qu'on fait? Ici, vous avez, au Québec, il y a 256 000 entreprises. Donc là, vous avez la grande diagramme de Venn. C'est comme là, si vous reveniez vraiment à l'école, parce que vous avez votre beau diagramme de Venn. 256 000 entreprises. Et là, vous avez le nombre de projets en efficacité énergétique que Hydro-Québec, Gaz Métro et le BEE ont fait. Et en 2014, Hydro-Québec a fait 2322 projets, dont certains dans la même entreprise. Le Gaz Métro, 758 projets et BUE, 181 projets. Ça, c'est les projets qui nous ont été communiqués par ces trois entreprises que je tiens encore une fois à remercier, pas encore une fois, mais à remercier, parce que je ne les ai pas remerciées, mais elles ont partagé avec nous certaines informations sur leur programme. Ce ne sont pas en fait tous les projets qui ont été faits, parce que dans ces bases de données-là, il peut y avoir certains projets qui ont échappé à certains niveaux. Mais ce que ce diagramme-là montre, c'est que sur les 256 000 entreprises québécoises, on est loin d'avoir un grand pourcentage d'entreprises qui ont fait de l'efficacité énergétique. Donc là, vous avez, oui, des programmes qui sont faits à travers les trois grands organismes qui font de l'efficacité énergétique. Vous avez plein d'autres projets qui sont faits
indépendamment, dans certains cas, pas dans tous les cas, mais indépendamment dans certains cas de Gaz Métro, d'Hydro-Québec et du BEE, qui sont faits soit par la QME, soit qui sont autofinancés à l'intérieur d'entreprises, ou d'autres sources, des consultants qui les font en se finançant sans subvention. Mais ce que ce graphique-là vous dit, c'est que pour la majorité des entreprises, l'efficacité énergétique n'est simplement pas sur leur radar. Ce n'est pas là, ils n'ont pas fait de projet, ils n'en entendent pas parler. Il y a énormément d'entreprises qui pourraient en entendre parler, et c'est ce que ça nous montre. Maintenant, quand on regarde, et là on revient à notre graphique comparaison, où l'argent a été investi. Donc là, ici, vous avez les subventions par sous-secteur. Les subventions, comme on le voit pour l'efficacité énergétique, on a cumulé 2012, 2013, 2014, et on a aussi joint ce que Hydro-Québec, Gaz Métro et le BEIE ont investi par sous-secteur. Donc ici, c'est agrégé, mais c'est agrégé en termes de 3 années et des 3 organismes, mais c'est désagrégé par sous-secteur. Là, vous voyez les montants d'argent qui sont dépensés. Et donc, c'est le secteur des bureaux qui reçoit le plus d'argent avec le secteur manufacturier en termes d'efficacité énergétique. Mais on pourrait se poser d'un point de vue d'énergie. Il faut regarder la consommation d'énergie en 2013, donc ça ne change pas beaucoup d'une année à l'autre. Vous voyez que le secteur des bureaux consomme 1/3 du secteur manufacturier en termes d'énergie. Donc là, si on se dit, mais où est-ce qu'il y a le plus de consommation d'énergie et où est-ce qu'on met les ressources, on pourrait faire l'analyse et on pourrait se dire qu'il y a peut-être des ressources qui sont allouées à des secteurs qui consomment peu d'énergie. Et donc, peut-être que ce n'est pas la priorité. Évidemment, il faut faire attention avec ce genre d'analyse parce que chaque programme peut atteindre des objectifs à l'intérieur de certains secteurs. Il faut être plus fin, mais d'un portrait général, on peut voir que certaines ressources ne sont pas allouées là où on consomme le plus d'énergie. Et évidemment, de la manière la plus criante, c'est le secteur des transports. Là, vous voyez la quantité d'énergie qui est consommée dans le secteur des transports et les ressources en efficacité énergétique qui sont allouées dans ce secteur-là, elles sont extrêmement faibles. Si on regarde les gaz à effet de serre, on peut faire le même genre d'analyse. Ici, les gaz à effet de serre, ceci dit, c'est important parce qu'on a des objectifs distincts en gaz à effet de serre. Et ça vient rajouter à la complexité du secteur de l'efficacité énergétique. Est-ce que notre objectif, c'est réduire la consommation d'énergie ou notre objectif, c'est réduire les gaz à effet de serre? On a les deux objectifs, mais ils sont distincts. Et probablement que ce qu'on veut le plus réduire à court terme, c'est les gaz à effet de serre. Donc, ce n'est pas terme en temps d'efficacité énergétique qu'on devrait réfléchir, mais plutôt en termes de réduction de gaz à effet de serre. Et là, dans le secteur des bureaux où on consomme beaucoup d'énergie, autant d'énergie que, par exemple, ou à peu près autant d'énergie qu'en agriculture. Si on regarde les gaz à effet de serre, le secteur des bureaux va être 1,4 million de tonnes contre 2,4 en agriculture. Donc on va se dire peut-être, et ça, ces émissions d'agriculture, ça c'est uniquement la consommation d'énergie en agriculture, pas les émissions d'autres gaz. Donc on peut se dire, mais peut-être que le secteur agricole devrait recevoir davantage de ressources si on veut réduire la consommation d'énergie, pas d'énergie, mais de gaz à effet de serre, globalement, si c'est ça l'objectif. Donc, encore une fois, dans la gouvernance, il y aura cette idée-là de se dire où est-ce qu'on veut aller. On a un gros potentiel. Ici, vous avez le potentiel technico-économique, et ça, dans le jargon de l'efficacité énergétique, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à comprendre, mais c'est ce que vous pouvez réduire dans un secteur pour une énergie, ce qui est techniquement faisable et économiquement rentable, mais peut-être pas, il faut insister là-dessus, peut-être pas commercialement rentable. Donc, mais vous avez par année, au Québec, on pourrait réduire de 108 pétajoules la quantité d'énergie d'un point de vue technique et économiquement rentable, mais pas forcément commercialement rentable. Et au gaz naturel, vous avez 27 ici. Ça, c'est la consommation, et ça, c'est la réduction annuelle pour 2010. Ce qu'on veut illustrer ici, c'est que ça, c'est des potentiels technico-économiques qui ont été documentés. Ils ont été documentés par des consultants pour le compte de Gaz Métro et pour le compte d'Hydro-Québec. Évidemment, ce n'est pas forcément réalisable instantanément, mais ce qu'on veut illustrer ici, c'est qu'il y a un très grand décalage entre ce qui a été réalisé et ce qui est réalisable. Ce qui est réalisable, c'est réalisable sur 5 ans, et donc vous voyez, même si vous multipliez par 5 la réduction annuelle, eh bien, vous êtes très loin d'arriver au potentiel complet. Pour atteindre ce potentiel-là, il y a toute une panoplie de barrières à l'adoption de l'efficacité énergétique qu'il faut abattre. Et ça, c'est le défi qu'on va avoir dans les années à venir, c'est réduire ces barrières à l'adoption de l'efficacité énergétique. C'est ma dernière acétate.
La réflexion qui reste à achever, c'est la gouvernance. Il faut réussir à trouver une plus grande cohérence. On va dans la bonne direction au Québec avec l'éventuel organisme Transition énergétique Québec, mais il va rester beaucoup à faire, même avec cet organisme-là, en termes de cohérence à trouver, notamment parce qu'il va falloir trouver un focus. Est-ce qu'on veut soutenir l'énergie, réduire les gaz à effet de serre, ou est-ce qu'on veut faire du soutien sectoriel, du soutien économique à des secteurs? Et souvent, à travers nos programmes d'efficacité énergétique, ça pouvait être des subventions déguisées à un secteur sans que ça soit directement pour réduire la consommation d'énergie ou les gaz à effet de serre. Il va falloir qu'on clarifie les choses. Et comme je disais, c'est identifier les barrières à l'adoption de l'efficacité énergétique. Il y a des barrières économiques, financières, réglementaires, on devrait les appeler organisationnelles. Ici, ces dernières barrières, beaucoup de barrières organisationnelles qui sont liées à l'information des cultures, qui sont à transformer. Tout ne se trouve pas dans le prix, comme je l'ai dit, au niveau du gaz naturel. On a réussi à dépasser les objectifs de réduction de gaz à effet de serre avec un prix d'énergie qui est le plus bas, parce qu'on a trouvé des bonnes manières de surmonter les barrières. Et là, c'est ce qui veut dire que ça ne passe pas forcément par plus d'argent, ça passe aussi par une meilleure gouvernance, des meilleurs canaux de communication. Et l'argent, évidemment, joue un rôle important, mais il ne résout pas tout. Et l'objectif, évidemment, c'est de réussir à augmenter notre productivité énergétique. On va le voir ce matin à travers les deux panels, comment est-ce qu'on peut arriver à augmenter la productivité énergétique en entreprise. Dès le premier panel, vous allez avoir des présentations qui vont nous amener vers ça. Alors, je vous remercie de votre attention pour ce petit sprint que j'ai eu pour ne pas perdre trop de temps. Pas de questions pour moi, vous pourrez en poser à la fin du premier panel, mais j'inviterai Pamela Sloan à venir prendre le relais pour présenter le premier panel. Merci beaucoup.